Aujourd'hui. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, vous êtes entrepreneur du web, qui consacre aujourd'hui l'essentiel de son temps et de ses ressources aux actions humanitaires de sa fondation. Issu d'une famille modeste, vous avez grandi dans la banlieue lyonnaise et effectué vos études grâce à une bourse de la République. Après une licence de droit privé, une maîtrise de droit des affaires, un DESS de droit fiscal d'entreprise et un DJCE, vous intégrez le barreau de Lyon, où il existe encore, où vous exercez encore quelques années en tant qu'avocat d'affaires spécialisé en entreprise et finance. Pardon. Parmi les plus jeunes avocats de France, vous fondez votre propre cabinet, vous l'implantez aux États-Unis en Thaïlande, et vous le cédez et démissionnez du barreau en 1999. Après une expérience dans le journalisme boursier, Bourse Magazine cédé à Robert Laffont en 2001, vous créez RentabiliWeb, acteur de l'Internet spécialisé dans la monétisation. Coté en bourse en 2016, cette entreprise devient en 2011 un spécialiste de la monétique. Rebaptisé d'Alenis, vous atteignez plus de 3 milliards d'euros de transactions bancaires en 2017, date à laquelle vous faites l'objet d'une OPA amicale de Natixis, groupe BPCE. Vous êtes à la tête de la fondation du même nom, de votre nom, créée au début des années 2000, et vous vous consacrez à la lutte contre la grande misère. Vous intervenez sur les dossiers humanitaires de réelle urgence, besoin en eau potable, ce qui nous concerne aujourd'hui, pour alimenter les villages, livraison de médicaments en zones sinistrées, apport en nourriture. En 16 ans, la Fondation et ses partenaires ont ainsi permis d'apporter de l'eau potable de façon durable et autonome à plusieurs centaines de milliers de personnes dans de nombreux villages d'Afrique subsaharienne, notamment au Togo, République du Congo et au Burkina Faso. Homme de terrain, Monsieur Descroix-Vernier accompagne et contrôle lui-même vous accompagnez la plupart de vos projets. Vous avez survécu de justesse à une grave maladie contractée au cours d'une mission humanitaire au Togo en 2016. Votre première apparition publique depuis votre sortie de l'hôpital et pour la mission sur l'eau de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Et pour tout ça, nous vous en remercions et nous sommes très honorés de votre présence. Merci de votre accueil. Alors, on m'a demandé de venir ici pour témoigner de mon expérience de terrain. Donc, je ne suis pas ingénieur, hein, comme il vient d'être rappelé. J'ai une expérience de terrain, de bénévolat en Afrique, en Europe aussi et en Asie. On va parler que de l'eau, là. La survie dans les zones les plus arides, dans les zones les plus misérables, démarre par l'eau. Sans eau potable, rien n'est possible. Chacun a conscience de cette évidence. Alors, au fil des années, les pouvoirs publics ont intégré cette nécessité mondiale dans leur démarche. Ils ont créé des structures, des organisations, des fonds, des dotations. Et ces dotations sont venues en renfort des ONG. C'est un renfort puissant, puisque aujourd'hui, et depuis longtemps, les premiers bailleurs humanitaires sont publics. En 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a reconnu, c'est très important, que l'eau était un droit de l'homme. L'eau et l'assainissement, d'ailleurs. La France est le pays de référence en matière des droits de l'homme, comme on lutte contre l'esclavage, la censure, la peine de mort ou pour la liberté de la presse. C'est important aujourd'hui de lutter pour l'accès à l'eau potable. On va voir les incidences absolument énormes et parfois catastrophiques que peuvent avoir l'apport ou le non-apport d'eau potable. Notre pays, la France, est un pays qui, il faut le souligner, parmi les plus généreux. Il donne beaucoup. On donne beaucoup d'argent. On donne régulièrement. Mais ce n'est pas suffisant. Un juriste dirait qu'on s'acquitte de notre obligation de moyens, mais on va échouer sur notre obligation de résultat pour un certain nombre de raisons qu'on va essayer de voir rapidement. Aujourd'hui, moi, je suis venu, ce n'est pas pour demander plus d'argent au pouvoir public ou au Parlement. Les conclusions de mon rapport, ce n'est pas de dire on va donner plus, c'est de dire on va donner mieux. On va essayer de mieux organiser le don, son affectation sur le terrain, le contrôle qu'on peut opérer dessus. Les États se sont engagés à apporter 0,7% de leur produit national brut, de leur revenu national brut, à l'aide au développement. Aujourd'hui, en 2017 en tout cas, seuls les Pays-Bas, le Danemark, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et la Suède ont atteint ce chiffre. En revanche, donc la France, qui ne l'avait pas atteint,
est le pays qui a augmenté le plus son aide pour le développement en 2017. Elle est passée de 0,38 à 0,43% de son revenu national brut, avec un engagement à 0,55%. D'ici 2022, ça fait 6 milliards d'euros de plus. C'est absolument important. Ce n'est pas négligeable du tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un certain nombre de pays vont intégrer dans ce chiffre le coût de la gestion des migrants. Sur ce coup-là, alors tous ne le font pas, donc ça fausse un petit peu la donne. La France ne le fait pas, mais l'Allemagne, par exemple, intègre 100% de son coût de gestion des migrations sur l'aide pour le développement. L'aide au développement, c'est devenu un véritable business pour les très grosses entreprises. On va voir ça un peu plus tard. C'est une partie des sommes versées qui vont remonter sur les États donateurs. Une partie des sommes versées va aussi être détournée par les États bénéficiaires. Dans les deux cas, il y a un con dans l'histoire, c'est le plus pauvre. Le plus pauvre, si on décide de tel budget, c'est pour accompagner des pays dans leur développement et c'est pour lutter contre la pauvreté. Donc forcément, là, il y a une espèce d'effet pervers qui se passe sur l'APD. On va voir de quelle manière. On a aussi une utilisation de l'aide pour le développement, parfois à des fins politiques. Donc pour récompenser ou au contraire pour sanctionner tel ou tel État. On a envoyé beaucoup d'argent dans de nombreux pays dans le but unique de pouvoir les menacer d'arrêter en réalité. Si vous recevez X centaines de millions d'euros ou X milliards par an et que du jour au lendemain on vous dit on arrête de les envoyer, ben, c'est un moyen de pression politique qui est réel. Et il n'y a pas d'uniformité dans les choix qui sont faits. Par exemple, le Japon a stoppé son aide à Haïti en 91 après le coup d'État, mais il a continué de donner à la Chine après les événements de la place Tiananmen. Le Japon a continué aussi de donner à l'Indonésie en 91 toujours, après les massacres qui ont eu lieu au Timor. En revanche, les Pays-Bas, d'où je viens moi, les Pays-Bas ont décidé de couper à ce moment-là leur aide à l'Indonésie, sachant que l'Indonésie et les Pays-Bas, c'est des rapports diplomatiques qui sont compliqués depuis des années. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de décision collective, chacun y va de sa propre politique. Et le plus souvent, cette politique, elle est ciblée sur des considérations diplomatiques. Enfin, il faut savoir qu'une grande partie de cet argent, de l'argent de l'APD, de l'aide pour le développement, c'est de l'argent qui est prêté, ce n'est pas de l'argent qui est donné. Dans l'esprit du grand public, on pense qu'on donne de l'argent aux pauvres. En fait, non, on le prête à des États qui sont plus nécessités que le nôtre. Ça pose un vrai problème. En tout cas, moi, ça m'en pose un parce que ça crée des peuples endettés, ça crée des villages, des zones endettées, ça crée des paysans endettés. L'humanitaire, c'est un investissement sur la vie. Ça ne doit pas être effectué en vue d'un retour financier. Alors j'ai la conviction qu'avec une meilleure affectation des mêmes sommes, un accompagnement et un contrôle qui soient mieux gérés, en s'appuyant beaucoup plus sur les ONG présentes sur place, les résultats pourraient être bien meilleurs. Le rapport que je vous remets aujourd'hui et que je vais vous présenter, il a deux objectifs. Vous transmettre une partie de mon expérience de terrain, vous dire que ce que j'ai vu fonctionner concrètement sur le terrain, qui marche bien, les projets, les financements efficients, et puis ceux qui le sont moins. Et puis vous livrer 5 propositions concrètes. On est vraiment dans le concret, qui permettraient d'améliorer le système en évitant la déperdition d'argent entre le moment où on le donne et le moment où il arrive sur le terrain, et puis en optimisant les actions les plus efficaces. Alors je vais passer assez vite sur un état des lieux. Vous avez déjà audité un certain nombre de gens sur le sujet. Grosso modo, en France, les principaux acteurs qu'on va avoir, c'est des acteurs qui sont étatiques, et puis quelques acteurs privés, quelques ONG, etc. La France, je vous l'ai dit, c'est un pays généreux. Que ce soit l'État ou que ce soit la population française. Ce sont des gens qui donnent beaucoup. Les Français ont cette culture. Votre Parlement a voté régulièrement des lois dans ce sens. Je vous cite en exemple le système de déduction fiscale dont bénéficient les donateurs humanitaires français. Je trouve que c'est un système qui est formidable, qui n'existe pas de la même manière, voire qui n'existe pas du tout dans le reste de l'Europe. Il permet de drainer des fonds auprès des entreprises, auprès des particuliers, et de façon massive. En 2005, la loi Oudin-Santini est venue renforcer ce dispositif en précisant les moyens qui devaient être alloués par les collectivités notamment. C'est aussi le cas de la loi Thiollière et plus récemment de la loi sur le 1% déchets. Alors dans les acteurs principaux sur lesquels il faut s'arrêter 5 minutes, on a l'AFD. Je crois que vous avez audité déjà le président de l'AFD. Bon, en gros, c'est le principal acteur de la politique de développement de la France. C'est l'Agence française du développement. Elle annonce gérer plus de 2500 projets, dont 700 en 2017, pour un montant de plus de 10,4 milliards d'euros. L'AFD n'est pas spécifiquement dédiée à l'eau.
hein, loin de là. Mais l'eau fait partie des projets dont il s'occupe. L'AFD va s'occuper aussi du numérique, de l'énergie, des transports, de télécommunications. Les budgets de l'AFD sur l'eau, c'est à peu près 10%. Mais l'AFD, c'est une institution financière publique. C'est un établissement de crédit qui est d'ailleurs soumis à la loi bancaire, donc les choses sont très claires. C'est la version moderne de la Caisse centrale de la France libre qui avait été créée par le général de Gaulle et qui était devenue la Caisse centrale de coopération économique en 1958. L'AFD monte en ce moment un nouveau programme qu'il va falloir suivre de près qui s'appelle le FICOL, COL pour collectivité. Ça va financer des gros projets. On annonce une base de financement de 1 million d'euros, ce qui est à la fois bien et pas bien, on va voir pourquoi. Le premier appel se fera, je crois, en octobre. Dans les acteurs les plus importants, on a les agences de l'eau. Les agences de l'eau, il y en a une par bassin hydrographique, donc ça fait 6 bassins, il y en a 6 en France. Ça correspond peu ou prou à 2000 salariés, dont la mission est à la fois de réduire les pollutions, de protéger les ressources aquatiques, d'aménager la gestion des eaux, mais aussi de coopérer à l'international dans la transmission des savoir-faire et le développement durable. Les agences sont centralisées sur les problèmes hydriques, elles sont compétentes, elles sont spécialisées, elles maîtrisent les logiques et les coûts, c'est important de le dire, on va y revenir, et elles sont actives en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Les agences de l'eau vont dépendent du ministère de la Transition écologique et solidaire. Toujours dans les acteurs français, on a les grosses ONG. Alors les grosses ONG, on va passer assez rapidement, vous les connaissez. Il y en a certaines qui sont dédiées à l'eau, mais la plupart vont intégrer les problématiques hydriques à leur programme. Parmi les plus efficaces, on va retrouver des noms connus comme Solidarité Internationale. Voilà. Ensuite, on a les ONG de taille moyenne ou de plus petite taille, sur lesquels je vais y revenir. J'aimerais qu'on s'appuie un peu plus parce que c'est une force de frappe, une armée de bénévoles et de levée de fonds qui est vraiment importante. Alors elles sont globalement rassemblées au sein d'une association qui s'appelle Coalition Eau. Votre assemblée a déjà audité le président de Coalition Eau, mais Coalition Eau, c'est une sorte de syndicat. C'est-à-dire que ça va porter des idées, ça va mobiliser, ça va sensibiliser, mais à aucun moment ça va être sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui sont représentés par Coalition Eau. Donc on n'est pas sur des projets de terrain. Dans ce rapport, je vais vous citer plus particulièrement, je vais faire un focus sur 2 ONG de taille moyenne, voire petite, qui selon moi utilisent de vraies best practices sur le terrain, une en milieu rural et une en milieu périurbain, c'est-à-dire les bidonvilles essentiellement. S'il s'agit d'Hydraulique sans frontières et de Eau et Vie, j'y reviens plus tard. Et puis enfin, sur les acteurs actifs, français, j'aimerais qu'on cite les associations. Elles sont nombreuses, il y en a des centaines et des milliers. Ces associations mises bout à bout, c'est une énorme ONG. On a tendance un peu à les oublier des grands programmes parce qu'on n'a pas de vraie structure organisationnelle autour de ça. Et je pense que ça ne serait pas très cher et assez rapide de combler cette lacune et de s'appuyer un peu plus sur ces assos qui vont vivre essentiellement de love money. Elles vont lever de l'argent auprès des amis, des voisins, de ceux qui vont être un peu sensibilisés au projet. Mais au final, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Les projets qui sont traités par les associations, c'est des centaines de milliers de projets. Elles vivent essentiellement de dons de particuliers, parfois de petites subventions de collectivités ou de micro-participations de gros bailleurs. Moi-même, j'en soutiens un certain nombre, que je juge efficaces. Ça serait peut-être pas mal de les intégrer un peu plus dans les grands programmes. Dans les propositions que je vais vous faire, vous verrez, il y a des choses qui vont dans ce sens. Alors, pour les populations concernées, on verra quelques photos dans quelques minutes. La Banque mondiale, elle a un seuil pour dire qui sont les personnes les plus pauvres de la planète. Alors, c'est quoi les personnes les plus pauvres de la planète? C'est toutes celles qui vont gagner moins de 2 $ par jour. En dessous, vous êtes dans les seuils de grande pauvreté. Donc, ça concerne 120 millions de personnes en Amérique du Sud. Ça concerne 700 millions de personnes en Afrique. 900 millions de personnes en Inde et 1,5 milliard de personnes en Asie, dont un demi-milliard uniquement en Chine. Au total, ça fait plus de 3 milliards de personnes qui vont vivre dans des conditions absolument précaires, qui sont plus dans la survie que dans la vie, des enfants, des femmes, des vieillards. Et sur ces 3 milliards, on a 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau. Soit ils n'ont pas d'eau, soit ils ont de l'eau viciée. Donc il faut appeler un chat, c'est-à-dire de l'eau épaisse, de l'eau empoisonnée, de l'eau qui est pourrie de parasites. On va voir les différentes parasitoses auxquelles ils sont soumis, malheureusement. Alors, selon l'OMS, en 2015, 844 millions de gens ne disposent même pas d'un service de base d'alimentation en eau potable. Et sur ces 850 millions de
de personnes, 159 millions d'entre elles vont utiliser des eaux de surface. Donc elles sont condamnées à mort, à plus ou moins court terme, parce que ces eaux-là sont totalement impropres à la consommation. Dans le monde, on a 2 milliards de personnes qui vont utiliser des points d'eau qui sont contaminés par des matières fécales, et 2,5 milliards qui n'ont pas accès à des toilettes. On en reparlera tout à l'heure, mais il faut savoir que la défécation à l'air libre, c'est la deuxième source de transmission des maladies hydriques, hein, notamment par les moustiques. Selon Solidarité Internationale, plus de 2,6 millions d'êtres humains meurent chaque année à cause de l'eau insalubre. Ça fait 5 par minute. La présentation de ce rapport, elle était prévue pour durer une petite heure et demie. Je vais essayer de faire un peu court. Mais au cours de notre entrevue, 450 personnes vont décéder. Sur ces 450 personnes, plus de 300 seront des enfants de moins de 5 ans. Concrètement, alors, je vais vous amener quelques photos. Ce sont des photos qui ont été prises soit par moi, soit par les ONG avec lesquelles je travaille sur le terrain. Si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Bon, alors, en gros... Ah, voilà, super. Enfin, super, moyennement super, parce que ces photos, elles viennent du terrain, et ce que vous allez y voir, moi, j'ai du mal à sourire là-devant. Alors, la première photo, voilà, alors ça, c'est un cas typique. C'est une photo qui a été prise par le président de l'ONG Hydraulique Sans Frontières, celle-ci, sur le terrain. Donc voilà, ce qui se passe quand on n'a pas d'eau, qu'il y a eu des pluies un petit peu avant, on va aller creuser un trou jusqu'à ce qu'on ait un point où l'eau a plus ou moins stagné. Là, on est dans des conditions de survie qui sont très misérables. La zone dans laquelle la photo a été prise, elle a depuis été équipée avec HSF. On est parti de très, 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 très loin sur certains villages. On est parti d'une misère absolument atomique. Moi, je me suis rendu sur place. C'est d'ailleurs dans cette zone que j'ai contracté la maladie qui a failli m'emporter. On a des femmes qui ont perdu plus de 60% de leurs enfants. On avait fait, je me souviens d'avoir emmené, il y avait un journaliste qui avait absolument voulu venir sur place pour témoigner, et c'était plutôt bien. Et on avait eu un grand moment terrible, parce qu'on avait demandé aux femmes du village qu'elles lèvent le doigt si elles avaient perdu un enfant à cause de l'eau. Elles ont toutes levé le doigt, mais elles montraient un chiffre. Elles faisaient 3, 4, 2. Donc on est sur des zones où le taux de survie il est absolument misérable. Sur la photo suivante, on est sur la même zone. Là, vous voyez une espèce de cul de rivière. Donc ça sera asséché dans un mois ou dans un mois et demi à peu près. En attendant, on essaye de récupérer l'eau. On est sur de l'eau grise. Alors, sachez que cette eau, elle est totalement impropre à la consommation. C'est une eau qui est totalement empoisonnée. Donc les maladies qui vont être générées par cette eau, elles sont nombreuses. Le taux de survie en buvant ça, il est, bref, on va dire moins d'un enfant sur deux, et en espérance de vie 45 ans à peu près, 50 ans dans le meilleur des cas. La photo suivante, c'est la même chose. Voilà l'eau qui est bue. On peut avancer aussi. Alors cette eau, elle est récupérée par les femmes essentiellement. Là, vous voyez, on est revenu au trou du début. On va récupérer ça dans des bidons, on va le ramener. On peut avancer. Alors ça, c'est une autre technique de récupération des eaux qui est tout aussi délétère. On est sur des toits en tôle, on est dans des villages là en zone extrêmement aride. C'est une photo qui a été prise au Togo, ça. Et sur un système de tringlerie de tôle, on va finir par arriver, quand il pleut, à récupérer cette eau. Ça, ce que vous voyez, c'est pas un puits, hein, c'est une citerne. Donc sur la photo suivante, vous allez voir, on est allé photographier l'intérieur de la citerne. Donc ça, c'est à peu près ce qui reste pour tout le village pour vivre pour plusieurs mois. On a peut-être une profondeur de moins d'un mètre d'eau là, donc on arrive vraiment dans les moments où ça va être terrible. Et les photos d'après, vous allez voir la qualité de l'eau. Donc on va puiser là-dedans. Ce que vous voyez qui est en surface, c'est de la lentille d'eau. On peut avancer sur les photos. Voilà, selon les principes, on va récupérer cette eau. Sur la photo suivante, vous allez voir ce qui en sort. Et sur celle d'après, voilà, ils n'ont pas d'autre choix que de boire cette eau. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises avant l'intervention sur le terrain de ma fondation et des ONG avec lesquelles je travaille. On en est là. Le gamin, là, il est en train de s'empoisonner.
Je suis même pas sûr que cet enfant ait survécu jusqu'à l'arrivée du puits. D'ailleurs, la plupart des enfants souffrent de diarrhée, de dysenterie, ils se vident. Sur la photo suivante, vous allez voir que l'eau est utilisée pour la nourriture. Donc là, vous voyez, l'eau dégueulasse, elle est juste à côté. Et puis, là, si j'arrive à bien voir, c'est du manioc ou du mil, mais je crois que c'est du manioc. Ils font ce qu'on appelle du foufou. Donc, c'est un manioc qui est broyé, qui est pilé, et puis qui est mélangé à de l'eau. Et c'est-à-dire que l'eau insalubre, on va la boire, mais aussi on va la manger, on va se laver avec, sachant que certaines parasitoses, le simple fait de toucher l'eau, les parasites vont rentrer sur votre peau, et puis au moment où ils atteignent les organes vitaux, vous mourrez. La photo d'après, voilà, elle est prise juste après. Donc vous voyez, le repas de ce petit gamin, c'est du poison, tout simplement. Il n'y a pas de choix. Sur ces zones-là, on n'a pas de choix. Il faut boire, il faut manger, donc on prend ce qu'on a. Alors, les deux photos qui suivent, voilà, la première, pour ces deux enfants-là, on était dans une situation épouvantable. On les a sauvés. Donc, ceux-ci, ils ont survécu. Sur la photo d'après, ceux-ci, on est arrivés trop tard. Voilà. Vous regardez la taille des tombes, il s'agit d'enfants. La tombe d'à côté, c'est des bébés. Dans une tombe comme ça, il y a 3, 4, des fois 5 corps. On réouvre, on prend même plus la peine de mettre le sable par-dessus. Et on empile les corps les uns sur les autres. On arrive dans certains villages avec plusieurs morts par mois. Donc quand vous arrivez dans le village, vous avez cette odeur très particulière de décomposition des corps humains que si vous n'avez jamais senti, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais on dit que chaque espèce est incommodée par la décomposition de sa propre espèce. Un chien par la décomposition d'un chien et un humain par celle d'un humain. Là, dans ces villages, il y a vraiment l'odeur de la mort qui est présente absolument partout. On verra après ce que ça peut devenir. Alors cette photo, on va rester un moment dessus parce qu'elle pose d'autres problèmes. Vous voyez les tombes, là, elles sont clairement dans le village. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, dans des zones subsahariennes, les tombes vont être même carrément dans les cases. Là, on est dans un pays qui est à majorité animiste. Donc la mort fait partie de la ville et ils ont un rapport avec la mort qui est tout à fait différent de celui des chrétiens. Sauf que bon, les tombes aussi proches des lieux d'habitation, dès qu'il y a des grosses, des torrents de flotte qui vont tomber une fois dans l'année, les écoulements humains vont se mélanger assez tôt, on va les récupérer dans les citernes et on va reboire tout ça, ce qui est encore plus catastrophique. Alors au total, ça nous fait... alors, oui, pas d'eau. Alors, pas d'eau, c'est pas de survie possible. Une ultra-mortalité infantile, évidemment. Une espérance de vie entre 30 et 45 ans. Et puis, pas d'économie possible. Faible scolarisation des enfants, etc. Une eau viciée, empoisonnée, c'est toujours pas de survie, ou en tout cas une survie misérable possible. Toujours une ultra-mortalité infantile. Une espérance de vie qui atteint à peine 50 ans. Pas d'économie possible. Et puis, tout un tas de réjouissances épouvantables, comme la bilharziose, la lèpre sèche. La lèpre sèche, c'est épouvantable. Vous vous levez un matin, vous avez laissé une main, vous avez laissé un bras au sol, puis un jour, c'est un organe vital et vous ne vous levez plus. Il faut savoir que le meilleur remède, le vaccin, entre guillemets, pour la lèpre sèche, c'est de l'eau potable et du savon de Marseille. Donc, on a des moyens de le faire. On sait comment faire. Il faut juste, si on avait équipé d'eau potable et de savon de Marseille, tous les foyers de lèpre sèche, aujourd'hui, il n'y en aurait plus. Voilà, la typhoïde. Aussi, une maladie qui a disparu de chez nous, mais qui est bien présente malheureusement dans ces zones-là. Et puis la poliomyélite, enfin, je ne pourrais pas toutes les citer. Selon les statistiques de l'UNICEF, il y a 10% de mortalité infantile en Afrique, subsaharienne en tout cas. En France, c'est moins de 0,1%. C'est-à-dire qu'on est à plus de 100 fois la mortalité infantile française. Sauf que cette statistique, elle est fausse, parce que c'est une statistique qui est globale, qui est par pays. Donc si vous la transposez en milieu rural, elle explose. Dans certains villages, elle est de 50-60%. Il y a plus d'un enfant sur deux qui va mourir. C'est ça qu'on trouve, nous, sur le terrain, et elle sera bien inférieure dans les grandes villes, où là, on va trouver des dispensaires plus facilement, des médecins, etc. Donc, il faut la relativiser en fonction des zones dans lesquelles on l'applique. Les femmes, elles vont perdre plus d'un enfant sur deux dans les zones où moi j'interviens. Elles vont allaiter les enfants jusqu'à plus de 2 ans. Alors ça peut être choquant de voir un enfant qui a 2 ans et demi, qui est encore allaité au sein. Pourquoi elles le font? Parce qu'elles servent de filtre humain. Elles boivent l'eau de merde, l'eau empoisonnée, et puis le lait que l'enfant va boire, lui, il a été filtré par le corps de la femme. Donc on va avoir des allaitements qui sont très tardifs, et c'est parfois le seul moyen de sauver l'enfant.
Ensuite, ça fausse aussi les statistiques, ça décale la mort. La mortalité infantile, on la considère souvent jusqu'à 5 ans. Si on la considère jusqu'à 6 ou 7 ans, les chiffres sont encore plus dramatiques. Alors les ouvrages, on va reprendre les photos. Je vous ai amené un petit peu ce qu'on fait sur place. Amener de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un puits, un forage. Ça c'est ce qu'il y a de plus répandu. Un puits ou un forage, c'est quoi? C'est un trou dans le sol avec un système de pompage. Le plus souvent, c'est un système de pompage manuel. On peut avoir dans des zones où c'est faisable des systèmes de pompage électriques, des pompes hydrauliques, etc. Mais bon, encore faut-il qu'on puisse avoir de l'électricité, qu'on puisse avoir éventuellement un apport de carburant. On va faire aussi des bornes fontaines. Ça, c'est une tringlerie, une plomberie qui est parfois sur des dizaines de kilomètres, qui va apporter l'eau. Ça, c'est très adapté. Par exemple, l'eau arrive par pression, donc c'est très adapté si on a la possibilité de faire un château d'eau. Et on va pouvoir pousser l'eau jusqu'à des villages assez éloignés du château d'eau, enfin, au maximum qu'on peut. Et puis, il y a des très, très grands projets qui sont beaucoup plus onéreux, qui sont beaucoup plus longs, qui sont plus coûteux, hein, qui vont être, par exemple, des retenues d'eau, des stations d'épuration, des systèmes d'acheminement hydraulique, etc. Chaque fois qu'on va faire un système d'apport d'eau, on va faire ce que vous avez sous les yeux en même temps, c'est-à-dire un assainissement du village. Je vous parlais tout à l'heure des tombes qu'on va enlever effectivement des zones d'habitation et qu'on va éloigner pour que les écoulements humains ne se mêlent plus à l'eau qui est consommée. Ça, vous avez des latrines. Sur la photo suivante, c'est d'autres latrines dans un autre village. Il faut savoir que ça, c'est essentiel. On ne peut pas apporter de l'eau, faire un espèce de raid et dire c'est bon, il y a un puits, ils sont sauvés. Non, c'est pas vrai. Si on n'assainit pas le village, ils ne sont pas sauvés. Donc ça, les grosses ONG ou les ONG très professionnelles le savent. Il n'y a pas de programme d'apport d'eau. On peut passer à la photo d'après. Il n'y a pas de programme d'apport d'eau qui soit fait sans ces latrines. Et puis ces latrines, là par exemple dans celle-ci, je connais ce village et j'y suis allé personnellement. Ces latrines, vous voyez, les deux premières portes, derrière chaque porte, il y a deux latrines. Et elles vont servir pendant 1 an. Ça va desservir 600-800 personnes hein, quand même, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis ensuite, les matières vont sécher derrière avec les grandes cheminées que vous voyez. On va utiliser les deux portes d'à côté. Et 1 an après, on va repasser aux premières latrines, sauf qu'on aura vidé les matières et qu'elles auront servi d'engrais naturels sur certaines cultures. On va aider un peu les cultures de maïs, de manioc, de choses comme ça. Sur la photo d'après, vous avez un puits, tout simplement. Voilà. Alors c'est un puits qui date un petit peu. Ça, c'est un puits que j'ai financé. Je les reconnais. Mais aujourd'hui, on ne fait plus des puits comme ça. On fait des puits qui sont fermés, donc qui sont scellés. Et à la place du système de treuil, on a des systèmes de pompes, notamment manuels, qui vont avoir le même capacité de tirage. Il faut entre 20 et 25 litres d'eau par personne pour assurer l'hydratation, la nourriture, le lavage. Donc voilà, on fait des puits scellés, fermés. C'est des recommandations qui sont faites par les autorités de la santé pour des raisons que on ne veut pas empoisonner les nappes. Il faut savoir que l'eau, même quand elle tombe du ciel, l'eau de pluie, il ne faut pas la boire hein, dans ces zones-là, parce qu'elle s'est évaporée 2 km avant et elle a emmené toutes les bactéries. Elle n'a pas le temps d'être épurée. Donc même l'eau de pluie, quand il pleut, on leur demande de fermer le puits. Et ça, c'est une formation. Hein, c'est pas instinctif, parce que si ça vient du ciel, théoriquement, c'est bon. Non, là, ça l'est pas. Donc il y a un accompagnement social, je vais y revenir, qui est hyper important sur le terrain. On verra les autres photos plus tard. Alors les conséquences de l'eau potable apportée sur le terrain, la première c'est le taux de survie qui va être considérablement amélioré. La mortalité infantile, je vous l'ai dit, elle est réduite à moins de 1%, souvent bien en dessous. On parle souvent de la femme africaine comme étant une femme qui est très féconde et qui va faire beaucoup d'enfants. Mais en fait, elle fait beaucoup d'enfants parce que leurs enfants, ils meurent. Je ne pense pas que ces femmes rêvent d'avoir 10 ou 15 gosses. Ce n'est pas vraiment le cas quand vous parlez avec elles. Ce n'est pas ça l'idée. Simplement, si elles font 5 enfants, 3 vont mourir, hein, statistiquement, dans cette zone-là. Donc, il y a aussi ça qui va entrer en considération. La survie des enfants, avec l'apport de l'eau potable, elle va redevenir possible. L'assainissement, on l'a vu, c'est systématique. On peut rappeler que la défécation à l'air libre, je vous l'ai dit, c'est la seconde cause de transmission des maladies hydriques, notamment par les moustiques. Moi, la maladie que j'ai prise, je l'ai prise par un moustique, par un atophène minable de 1 mm qu'on ne voit pas, qui est transparent, qui vous pique, vous n'avez même pas de bouton, vous n'avez pas de démangeaison, et vous êtes mort, vous tombez dans le coma 15 jours après, et normalement, à 99%, vous n'en sortez pas. Il y a des conséquences aussi de l'apport d'eau potable qu'on ne voit pas, en tout cas qui sautent moins au visage.
parmi celles que j'ai pu constater sur le terrain et qui sont extrêmement importantes, je vais vous en citer 2 ou 3. La scolarisation des petites filles. Elle augmente de 80%. Les corvées d'eau sont systématiquement de la responsabilité des femmes. Donc c'est les femmes qui vont se cogner des fois 30, 40, 50 kilomètres. J'ai vu des fois des points d'eau à plus de 30 kilomètres du village. Il n'y avait pas avant. Donc il faut aller chercher l'eau. Alors les femmes vont aller chercher cette eau, ça va leur prendre du temps. Elles vont faire des allers-retours et très jeunes, les petites filles vont aller chercher l'eau. Elles vont ramener sur leur tête ce qu'elles peuvent, pousser avec les pieds des bidons qui roulent quand c'est possible, etc. Dès l'instant qu'on a mis un puits avec de l'eau potable ou un forage au milieu du village, ces petites filles, elles vont pouvoir être rescolarisées. Et je peux vous dire, pour l'avoir vraiment personnellement constaté, non seulement elles vont apprécier d'être rescolarisées, elles rêvent d'aller à l'école, elles y ont d'excellents résultats, vraiment. Et beaucoup d'entre elles veulent faire des métiers sociaux. C'est-à-dire, elles veulent retourner dans leur village après leur cursus universitaire ou autre. Elles veulent retourner au village, elles veulent retourner dans ces zones-là, permettre le développement de ces zones. Donc en apportant l'eau, on apporte aussi de l'avenir à ces populations. Au-delà des petites filles, les femmes elles-mêmes vont prendre un rôle social beaucoup plus important dans le village. Elles vont gérer le puits. Dans les puits que moi j'ai financés avec HSF, par exemple, on crée un comité de l'eau. Le comité de l'eau, il est essentiellement composé de femmes, voire exclusivement composé de femmes dans la plupart des villages. On va former ces femmes à gérer le puits, à faire la comptabilisation de ce qui est tiré, parce que des fois, on est dans des nappes qui ne sont pas forcément inépuisables. Il faut aussi gérer le renouvellement de ces nappes. Et puis, on va les former aux réparations courantes du puits pour qu'elles puissent apporter l'eau à leur village. Et elles vont gérer ça. Donc, elles vont prendre une importance sociale réelle dans les conseils des villages, etc. Au Togo, où on est sur des gens qui sont soit animistes, soit sont des chrétiens baptistes ou évangélistes, hein, on a plusieurs groupes chrétiens comme ça, on n'a pas de ségrégation de la femme. Donc on a des femmes qui sont à la tête de certains villages, on a des femmes Togboui, il y a une femme Togboui au Togo depuis des années, et donc ces femmes-là, forcément, elles vont aussi récupérer tout le temps qu'elles prenaient pour leur corvée d'eau, et ce temps-là, il va être utilisé dans l'intérêt de la collectivité. Notamment, ça va favoriser l'artisanat. Elles n'ont pas le temps, quand elles font 50 km par jour, 2 fois par jour, de faire autre chose. Alors que là, le puits il est là, elles vont gérer le puits, et en même temps que l'une puise, etc., on va pouvoir faire du tissu, du canevas, du rotin, etc. Et cet artisanat va donner une source économique de plus à des villages qui en ont vraiment besoin. Chaque euro compte, il faut le savoir. Et puis ça va permettre donc un développement économique qui est réel partout où on a apporté l'eau. Alors là, vous avez en mémoire les photos que je viens de vous montrer, c'était il y a 5 minutes. Ces photos-là ont été prises dans des zones épouvantables. Maintenant, je vais vous montrer 2 photos qui ont été prises 1 an après l'apport d'eau potable dans les mêmes zones. Ce sont les mêmes personnes. Regardez, ça c'est quand je suis retourné visiter ces villages. Alors il doit y avoir une petite tête blanche au milieu, c'est moi. Et tous ces gens, si vous passez à la photo d'après, regardez, vous avez du bonheur là, vous avez les couleurs ont changé, les tissus on est 1 an seulement après l'apport d'eau potable. Si vous regardez dans le village, vous allez voir quelques poulets, vous allez voir quelques chèvres. Ils sont très pauvres, ils vont pas forcément pour les manger eux-mêmes, mais ça va être vendu au marché, ça va permettre des revenus supplémentaires. 1 an avant, dans ce village-là, c'était catastrophique. 1 an après, vous n'êtes plus dans la survie. Vous êtes dans la vie misérable, dans la vie très pauvre, mais vous êtes dans la vie. Sur cette photo, il y a quelque chose qui est extrêmement touchant. Donc moi, je suis noyé dans la masse de la foule, mais vous voyez, tous ces gens sont venus avec des pancartes. Vous voyez les petites pancartes qui brandissent. Sur chaque pancarte, il y a un nom. C'est le nom d'un village. C'est le nom d'un village que j'ai équipé avec Hydraulique sans frontières, en l'occurrence sur cette zone-là. Ça veut dire que derrière chaque pancarte, vous avez entre 1000 et 4000 personnes qui sont concernées. Et là, tout a changé. Là, vous êtes vraiment... Il n'y a plus de mortalité infantile. Les gens sont vraiment dans un mode de vie beaucoup plus acceptable, en tout cas. Enfin, il y a une chose qu'il faut qu'on évoque, qui découle directement de l'apport d'eau, c'est la paix. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en matière humanitaire de terrain, en tout cas, mais la paix commence au niveau local. Elle est assise sur l'assurance que chacun dispose du minimum vital. Le manque d'eau est source de guerre.
L'eau elle-même est source de tensions et de guerres. L'eau du Colorado, par exemple, elle est source de grandes tensions entre les États-Unis et le Mexique. L'eau du lac Baïkal, 1600 mètres de profondeur, qui est la plus grande réserve d'eau douce de la planète, ben, elle est source de grandes tensions entre la Chine, qui a des vues économiques dessus, et la Russie, qui est propriétaire du lac Baïkal. Et puis elle est carrément source de conflits très graves avec des morts qui sont entraînés par le manque d'eau ou le combat pour l'eau. C'est le cas en Syrie, c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Irak. La liste est longue. Un accès eau potable pour chaque être humain, c'est certainement aussi une des meilleures stratégies de maintien de la paix mondiale. J'ajoute que le manque d'eau entraîne des grandes migrations, des migrations de population. Le réchauffement climatique étant ce qu'il est, si on n'aide pas ces populations à avoir des conditions minimum de survie, elles ne pourront pas rester là où elles sont. Là, on est au dernier degré où elles peuvent encore rester sans bouger. Et si elles sont encore sur place, c'est parce qu'elles sont vraiment très, très, très pauvres. Elles n'ont pas les moyens de la migration. Mais si le taux de mortalité augmente un tout petit peu, elles ne pourront plus rester à ces endroits-là. Donc on se prépare aussi. Ça va devenir impossible pour elles. Et si on constate aujourd'hui la difficulté que posent à peine 5 millions de migrants à l'Europe, j'ose pas imaginer ce qui se passera quand ils seront 2,5 milliards demain, parce que c'est ce que nous annonce l'OMS. Dans 7 ans, plus de la moitié de la population mondiale, donc ça fait peu ou prou 3 milliards et quelques de personnes, sera soumise à un stress hydrique important. Il faut absolument que vous l'ayez en tête, ça. Et vu de Paris, c'est pas évident, mais moi, je peux vous dire que sur le terrain, faut pas me parler d'un climato-sceptique, hein. Ces gens-là sont des abrutis finis. Oui, il y a un réchauffement climatique, et oui, les conditions sont dramatiques pour les populations humaines qui avaient déjà très peu d'eau et qui aujourd'hui en ont quasiment plus, voire plus du tout. La seconde partie du rapport que je vous apporte aujourd'hui, ben, ce rapport, il est force de proposition. On m'a demandé d'arriver avec concrètement ce que je pourrais essayer d'apporter comme pierre effective à ce qu'il faut faire. Alors j'en ai cinq des propositions. La première, ça serait de revoir le principe de l'affectation des fonds. Je préconise très fermement le financement direct des projets aux ONG. Et pour 3 raisons. L'efficacité des projets menés est supérieure. On retrouve essentiel de l'argent sur le terrain. Et on va disposer de moyens de contrôle qui sont bien supérieurs. On va prendre 2 exemples concrets. On va prendre l'exemple des sommes qui sont versées directement aux États, c'est-à-dire une grande partie de l'APD, de l'aide pour le développement aujourd'hui. Et ça, moi, vu d'en bas, hein, je ne suis pas un homme politique, je n'y connais rien à la politique française, je ne suis vraiment pas marqué politiquement. Par contre, je peux vous dire que vu d'en bas, voilà, pour avoir tenu des gamins qui me sont morts dans les bras, etc., ces sommes versées pour l'État, je ne les vois pas revenir sur le terrain, hein, qui sont versées à des États africains ou à des États ou à d'autres États. On va parler de la Chine, par exemple. On ne les retrouve pas. Et puis, on va parler aussi des sommes qui engendrent de très gros programmes humanitaires pour lesquels on va devoir contracter avec des sociétés privées. On va voir un petit peu que le circuit de l'argent, il est peut-être moins vertueux que ce qu'il devrait être. Alors, d'abord, pour les sommes qui sont versées aux États, il faut savoir que ces sommes sont difficiles à contrôler. Ce sont des sommes qui sont essentiellement versées sous forme de prêts à taux zéro. Quand on dit l'aide pour le développement, on a l'impression qu'on donne. Non, on ne donne pas, on prête. Alors on donne in fine, puisque ces prêts sont très peu remboursés et qu'effectivement, on va devoir constater à un moment donné que le remboursement n'est pas possible ou pas réaliste, et on va effacer les dettes. Autant donner dès le départ. En tout cas, c'est ma position, plutôt que de se faire chier à prêter de l'argent où, on n'a pas des moyens de contrôle, puisque si on prête, ils vont nous rendre. Donc cet argent reste potentiellement à nous. On ne peut pas s'immiscer dans les moyens de contrôle qu'il faudrait. Non, à l'arrivée, ça va être du don. Dès le départ, moi, je préconise, faisons bien nos calculs et donnons. Mais après, c'est des décisions qui sont politiques. Bon. Statistiquement, une bonne partie de ces emprunts ne sera pas remboursée. Les fonds vont se perdre. L'AFD, par exemple, elle est régulièrement critiquée et mise en cause sur l'affectation de ces fonds dans des scandales locaux. En 2007, elle a été accusée d'avoir financé des entreprises qui ont effectué des déforestations massives en Afrique centrale, écologiquement dramatiques. En 2013, la Commission nationale anticorruption du Cameroun a épinglé l'AFD et a dénoncé des fraudes d'entreprises écrans qui étaient contrôlées par l'AFD. Plus de 113 milliards de francs CFA ont ainsi été détournés en 10 ans par une entreprise nommée Sodé Coton, une entreprise qui est contrôlée par l'AFD. Elle est empêtrée, l'AFD, depuis 2017 dans le scandale de la centrale thermique de charbon chinoise de Shinzetsai.
Ça a été dénoncé par Amnesty International, ça a été dénoncé par Oxfam France, ça a été dénoncé par Oxfam, pardon, ça a été dénoncé par France Liberté. C'est quoi? On parle de quoi? On parle d'un prêt de 40 millions d'euros qui a été fait par l'AFD au ministère chinois des Finances. Ce prêt devait servir à un projet de centrale thermique. Et puis on s'est aperçu, quand on a mis un peu notre pif sur le terrain, que ça ne servait pas seulement à une centrale thermique, que ça servait surtout à un outil de discrimination des minorités ethniques du Xinjiang, notamment les Ouïghours, par le gouvernement chinois. Donc d'abord, moi, personnellement, puisqu'on m'a demandé mes interrogations de terrain, je trouve curieux que la France, dont le PIB est 6 fois inférieur à celui de la Chine, prête de l'argent à la Chine. J'arrive pas à considérer la Chine comme un pays pauvre. Je pense que la Chine a les moyens de sa propre pauvreté et qu'elle n'a pas besoin de la France pour son financement là-dessus. Ensuite, comment on peut imaginer qu'un pays qui méprise la liberté de la presse, les droits de l'homme, qui se refuse à toute forme de contrôle sur ses programmes énergétiques, sur ses programmes militaires, d'armement, etc., coopère en toute transparence sur l'affectation des sommes qui sont empruntées? Ça n'arrivera pas. Il faut être réaliste. Enfin, on sait que la plupart de ces sommes sont détournées. La diplomatie empêche certainement de le reconnaître. Les ONG le disent, Amnesty le dit. Moi, je ne suis pas diplomate, alors je le dis aussi. Deuxième partie des problèmes qui vont être posés par ces énormes sommes qui sont transférées aux États, c'est que souvent, derrière, il y a des gros programmes. Sont des programmes qui entraînent des signatures de contrats commerciaux avec des entreprises privées. Alors le plus souvent, je vous explique comment ça se passe. Vous avez un État donateur qui va décider d'un budget pour le développement d'un autre. Il affecte ce budget à un gros programme qui va être souvent un programme industriel ou agricole. Et là, vous avez une myriade d'organismes avec des tas d'acronymes divers et variés qui vont se prononcer, valider, etc. Donc, l'AFD en fait partie, il y en a d'autres, et qui vont contracter ou déléguer la capacité de contracter avec de très grosses entreprises qui vont avoir pour mission de mettre en place le programme qui a été décidé. Tout ça, sur le papier, c'est très bien. Et si ça se passait dans le meilleur des mondes, ce serait vraiment formidable. Sauf qu'en fait, sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Ça a un effet pervers. L'effet pervers, c'est quoi? Je vous prends un exemple. L'exemple de la NASAN. La NASAN, c'est quoi? Ça a été lancé à l'occasion du G8 en 2012. C'est la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Ça, c'est bien, c'est très vertueux. Au départ, ça devait sortir 50 millions de personnes de la grande misère. Donc, c'est une bonne chose de le faire. Les États, surtout les États-Unis, l'Union européenne et la France, troisième plus gros contributeur, ont donné 6 milliards d'euros pour ce programme. Il y a 9 milliards d'euros qui sont venus abonder en plus et qui ont été donnés par des très grosses entreprises privées. C'est génial. Parmi ces entreprises privées, on va retrouver Cargill, on va retrouver Nestlé, on va retrouver Monsanto, par exemple, pour n'en citer que 3. Quelle générosité! Et sincèrement, j'étais content que Monsanto file du fric pour l'Afrique et pour les plus pauvres, et j'étais vraiment content de ça. Sauf que cet argent, en fait, il n'a pas servi à apporter de l'eau potable dans les villages. Il n'a pas servi d'apporter de l'eau potable dans les bidonvilles. Il n'a pas servi à irriguer des champs pour les populations et à relancer l'agriculture familiale, dont on sait que c'est la seule agriculture adaptée aux besoins locaux. Hein, elle n'a pas servi à ça, non. Non, à la place, on a financé d'énormes programmes agricoles globaux. On a irrigué des centaines de milliers d'hectares. On a globalisé les stratégies de culture. Alors, on a fait du riz, on a fait du palme pour avoir de l'huile, on a fait du coton, peu importe. La demande, en fait, ces programmes ont été calculés en fonction d'une demande mondiale dictée par la production. Et on a dicté à la production locale ce qu'ils allaient devoir faire. On a imposé des cultures, on a imposé les prix qui sont fixés par les grandes bourses internationales capitalistes, donc par des bourses mondiales sur le marché des matières premières, et les populations concernées sur place, on s'est aperçu, on a vu apparaître des immenses champs de coton, des immenses champs de palmes, et elles ont produit toutes ces denrées au maximum, sauf que le coton, ça se mange pas. On peut pas se nourrir d'huile de palme non plus. Donc les denrées dont elles avaient besoin, du riz, du maïs, du manioc, elles ont dû les acheter. On est en train de faire des générations de paysans endettés, de paysans qui n'ont plus aucun levier sur leur propre vie, qui n'ont pas le choix de leur culture et qui sont obligés de cultiver des choses dont ils n'ont pas besoin. Et on le fait au profit de qu'une petite poignée d'entreprises qui ont signé ces contrats. Et là, on va retrouver nos donateurs, Nestlé, Cargill et Monsanto. Voilà, ce que j'appelle un effet pervers. Donc il y a un réel mépris des besoins locaux, il y a une méconnaissance du terrain, les conséquences sont terribles.
J'ai quelques propositions à vous soumettre. La première, ça serait contrôler les flux financiers et leur affectation terrain. Pour ça, je préconise d'attribuer ces flux directement aux ONG. Voilà, les ONG, elles savent ce qu'il y a comme besoin. Elles savent comment il faut le faire. Elles ont les coûts des ouvrages en main, etc. Sans les faire transiter par tel ou tel ministère, où à partir de là, on a beaucoup moins de contrôle. Sélectionner les bénéficiaires sans considération autre que le pur besoin humanitaire. Excusez mon franc-parler, hein, mais je n'ai pas de carrière politique en vue, donc je peux me le permettre. L'aide au développement ne doit pas être utilisée comme un outil de politique bilatérale. Elle ne doit pas non plus être utilisée comme un outil de développement du chiffre d'affaires des grands groupes. Ce sont deux logiques différentes. Elles ne peuvent pas cohabiter. C'est impossible. Voilà. Et si on a un grand groupe qui donne beaucoup d'argent sur l'aide au développement, c'est une bonne chose. Par contre, s'il récupère 3 fois ça dans les années qui suivent parce qu'il récupère des marchés sur les gens les plus pauvres, soit en production, soit pour écouler de la marchandise, on est dans quelque chose que je trouve abject. Alors, il faut sanctionner ces dérives, il faut les sanctionner lourdement. C'est de la corruption, quelque part. Il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas hésiter à le faire a posteriori lorsqu'on découvre les choses. Et puis, il ne faut pas hésiter à pointer du doigt les entreprises ou les États qui détournent des sommes qui devraient aller aux plus pauvres et au final, qu'on ne retrouve pas. Deuxième, sur 5 propositions, la deuxième que j'aimerais vous faire, c'est d'imposer un contrôle des ouvrages et un suivi local. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Si vous avez des questions, il y aura un ton après, mais n'hésitez pas. Si vous avez une question, Monsieur le Président. Je vous laisse continuer, les questions viendront par la suite. D'accord. Alors, imposer un contrôle des ouvrages ou un suivi local, une enquête qui avait été faite par les étudiants en médecine de l'Université de Lyon, on l'a beaucoup cherchée, mais elle n'a pas été publiée malheureusement, elle a été présentée à certaines ONG, a conclu que plus de 30% des forages n'étaient plus opérationnels au bout de 2 ans. Moi-même, sur le terrain, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait une grande partie des ouvrages, pas une grande partie, mais une partie des ouvrages qui vieillissaient mal, hein, on ne va pas se mentir, qui n'étaient pas faits dans les règles de l'art, ou etc. Les techniques utilisées parfois étaient inadaptées, les matériaux, on ne va pas faire un puits ou une infrastructure hydraulique, par exemple, avec les mêmes matériaux si on est en zone très aride ou en zone humide, parce qu'il y a un vieillissement, il y a de la rouille, il y a ci, il y a là, tout ça doit être pris en considération. Et j'ai vu des forages, j'ai vu des villages avec 2-3 forages. J'ai vu des villages avec 2-3 pompes hydrauliques. Ouais. Donc on a besoin d'un trou, d'un forage et de tirer l'eau, et on n'a pas besoin de 3. Donc il y a des best practices, des bonnes pratiques à avoir là-dessus. D'abord, c'est de faire un état des lieux, et les bonnes ONG le font, reviennent sur le terrain, voient comment les ouvrages vieillissent. C'est par exemple ce que HSF fait à Zakpota. Ça, c'est au Bénin, à 150 km au nord de la capitale. Bon, bah, il y avait déjà sur place des forages qui s'étaient ensablés. Et donc, les populations étaient retournées à une immense misère. Bon, bah, avant de refaire des trous, on va désensabler les forages, on va les réhabiliter. Et ça fait le boulot à l'arrivée. La loi Oudin-Santini, loi française, elle recommande d'ailleurs la coopération décentralisée. Elle préconise de rester longtemps sur le terrain et d'y revenir. Traduit sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un partenaire local, et d'une. Ça veut dire qu'il faut des ONG qui sont présentes sur la durée. Je vous citerai en exemple tout à l'heure une ONG qui s'appelle OEVI. OEVI, c'est plus de 10 ans de présence terrain. Il faut sortir du show business de l'humanitaire, le raid humanitaire, c'est-à-dire je suis une grosse ONG, je déboule dans un village où il n'y a pas d'eau, je mets l'eau et je me casse. Ça n'est pas si efficace que ça. Il faut retourner voir sur le terrain. Est-ce que les populations ont compris le fonctionnement des latrines? Combien de fois je suis retourné dans des villages où il a fallu réexpliquer pourquoi utiliser les latrines, c'était hyper important en matière de salubrité publique. Ça n'est pas culturel. Pourquoi il faut déplacer les tombes? Ça n'est pas culturel. Donc il y a un accompagnement social qui est de première importance, et ça, vous ne le faites pas en 15 jours. Pour creuser un puits ou faire un forage, il faut que quelques mois. Et après, c'est fait. Il y a l'eau potable. Ça n'est pas fini. Si on s'arrête à ça, les gens continuent de mourir. Il faut cet accompagnement. Les propositions concrètes sur ce thème. Imposer un suivi des projets, des ouvrages, qui soient directs ou indirects. Ce n'est pas l'ONG française
qui est forcément obligé de retourner en permanence sur le terrain, de payer des billets d'avion, etc., parce que ça aussi, c'est des budgets. Non, on peut avoir un partenaire au Togo. Avec HSF, on travaille avec une ONG qui s'appelle ACDEV, Action, Charité et Développement. Ce sont des Togolais uniquement qui sont là et qui vont retourner voir les villages qu'on a équipés et nous dire, ben là, il y a tel vieillissement, tel truc, tel problème, voilà des photos, etc. Et nous, on va retourner sur le terrain en fonction des besoins. Il faut systématiquement intégrer l'assainissement dans les projets d'apport d'eau potable. Un puits, ça ne suffit pas. Il faut aussi considérer le sort des eaux pluviales, des eaux grises, des canaux quand il y en a. Notamment en zone périurbaine, on a souvent des canaux. Ça veut dire qu'il y a de l'eau. Bon, cette eau, vous y trempez pas les doigts, hein, surtout pas. Ça peut être potentiellement mortel. Et puis systématiquement accompagner, intégrer l'accompagnement et la formation locale, sociale des populations. Il y a des pratiques ancestrales qui doivent prendre fin, qui sont plus possibles. On parlait des tombes au sein même des habitations tout à l'heure. Ça, on va le retrouver dans beaucoup de pays africains. On sait les conséquences que ça a au niveau sanitaire. On a parlé des latrines. Il y a aussi l'idée que l'eau qui vient du ciel, elle est bonne à boire. Ben non, non, non. Il y a certaines zones où l'eau qui vient du ciel, elle est épouvantablement empoisonnée. Le troisième axe de proposition que je me permets de vous proposer, c'est de renforcer les moyens de financement internationaux des agences de l'eau. Pour moi, mieux qu'encore que l'AFD, les agences de l'eau sont le partenaire, je pense, à privilégier sur ces actions hydriques à l'international. Pourquoi ? Elles sont les mieux placées. Elles connaissent parfaitement les coûts des ouvrages. Leur rôle, elles font un contrôle d'ailleurs. Le problème, le contrôle que font les agences de l'eau, il est bon. Il est effectué par des gens compétents, des professionnels de l'hydraulique, et font un contrôle a posteriori, mais il est efficace. Le problème, c'est qu'elle vérifie la conformité des ouvrages. Elle ne vérifie pas l'aspect financier. Qui va vérifier l'aspect financier d'un projet humanitaire dans notre pays ? 9 fois sur 10, ça va être les collectivités locales bailleurs. L'agence de l'eau n'a pas les ressources pour ça. Elle n'a pas les ressources humaines, elle n'a pas les moyens de le faire. Donc les grosses ONG, de toute façon, elles s'affranchissent de ce contrôle puisqu'elles vont passer par l'AFD. Mais nous, moi j'ai apporté de l'eau à des centaines de milliers de personnes via différentes ONG, j'ai jamais eu un financement de l'AFD. On est trop petit. Parce qu'un financement de l'AFD, c'est au minimum 1 million d'euros, quoi. Si votre projet il est en dessous, ils ne vont pas regarder le dossier. En tout cas, de mon côté, ça n'a pas marché sur plusieurs ONG concernées. Donc, faute de moyens dédiés, on va observer aussi qu'il y a un effet pervers. Les agences de l'eau, la loi leur donne le droit d'abonder jusqu'à 50% dans un projet. Elles n'ont pas le temps d'étudier le projet de fond en comble. Elles n'ont pas le temps. Donc, elles vont se cadrer sur ce que font les collectivités locales. Je vais vous donner un exemple. On a équipé dans le canton de Tometi-Konji une vingtaine de villages avec HSF, toujours. On a une collectivité locale, je crois que c'est Aix-Marseille. C'est ça, Marseille. La ville de Marseille, donc, qui a aidé, qui a abondé à hauteur de 40 000 euros. Les agences de l'eau, l'agence de l'eau partenaire a dit bon bah ok, je vais mettre 40 000 aussi. Bah ouais, mais 40 000, ça fait pas la moitié de 200 et quelques mille qui était le montant total du projet. Donc il y avait encore de l'argent qu'on n'a pas retrouvé sur le terrain, qui était affectable à ce projet-là. C'est pas de la mauvaise volonté. Les agences de l'eau, ils sont très ouverts, ils sont compétents. Moi j'aime bien travailler avec eux. Le problème, c'est qu'il manque de moyens. Donc si vous devez réaffecter des moyens à des organismes publics, faites-le aux agences de l'eau, qui sont des professionnels de l'hydraulique, qui sauront étudier ces projets et qui sauront, de façon mathématique, se dire « Ah bon, ben, je vais mettre comme la ville de Paris, je vais mettre comme la ville de Marseille, etc. » et qui pourront abonder sur la totalité de ce dont on a besoin. L'agence Seine-Normandie, par exemple, pour ne pas la citer, l'année dernière, elle n'a pas dépensé ses budgets. On aurait pu sauver combien de gens avec ça ? Moi, donnez-moi l'argent. Moi, je sais où le mettre sur le terrain. Donc, cette agence, elle a fini son budget, elle a clôturé son budget 2017 avec beaucoup, beaucoup d'argent sur ses comptes qui aurait dû aller chez les plus pauvres. Alors, la proposition que je vous fais sur cet aspect-là, c'est permettre aux agences de l'eau d'avoir plus de moyens humains à affecter aux dossiers humanitaires. C'est faciliter l'accès des ONG aux services des agences de l'eau. Même si l'ONG n'a pas son siège social dans le bassin. Il y a des agences de l'eau qui vont avoir distribué tout l'argent qu'elles avaient sous le coude. Très bien, moi je suis une ONG, j'ai un projet, il est intelligent, il faut m'aider à son financement, il faut que je puisse m'adresser à l'agence de l'eau d'à côté, qui a peut-être encore d'argent. Donc on peut faciliter tout ça. Et puis, étendre le contrôle effectué par les agences de l'eau. Je vous ai dit, c'est un contrôle uniquement sur la
la conformité des ouvrages, je pense que ce serait pas mal qu'on regarde à leur confier le contrôle des coûts. Elles sauraient le faire bien mieux que les collectivités locales qui ne sont pas forcément aguerries à tout ça. Bah, par contre, il leur faut du personnel, il leur faut un peu de moyens pour ça. Ce serait très bien. Enfin, vous verrez que ma cinquième et dernière proposition, ça serait la rédaction, l'élaboration d'un grand vadémécum, d'une espèce de bible de l'humanitaire de l'eau, qui sera un manuel à destination des ONG, des assos, et ça nous ferait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'économies d'échelle aussi. Je pense que les agences de l'eau seraient les mieux placées pour être en tout cas partie prenante à la rédaction d'un tel document, et un document qui aurait vocation internationale, hein, d'ailleurs, pas seulement française. La quatrième proposition que je me permets de vous faire, c'est la structuration et les collectes de financement public. Alors, la loi Oudin-Santini, comme on est un peu en retard, je vais vous faire grâce de la lecture des articles, mais en gros, elle permet, comme la loi Thiollière d'ailleurs, d'affecter 1% de ses ressources à des projets caritatifs, humanitaires, de terrain, par exemple en Afrique. Alors, c'est super, hein, ça c'est vraiment des bonnes décisions que votre Parlement a prises par le passé. Et on peut que les féliciter parce que vraiment, je vous dis, la France est un pays généreux, il faut quand même le reconnaître. Vous donnez beaucoup, on donne beaucoup, y compris de façon étatique ou de façon personnelle pour les Français. En revanche, ce 1%, il est putain de dur à collecter. Comment on fait quand on est une collectivité qui a 30 000 ou 40 000 citoyens à gérer? Ça va faire quoi le 1%? C'est quoi, 3 000 4 000 balles? 3 000 euros, 3 000 euros, 3 4 000 euros, pas plus. Il n'y a pas de projet hydrique à 3 4 000 euros. Ça n'existe pas. Donc, elles ne vont pas donner, du coup, elles ne vont pas aboutir leur truc. Ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est de l'argent qui est perdu. Dans les Yvelines, ils ont eu une initiative extrêmement intelligente. Ils ont créé un GIP, un groupement d'intérêt public, je pense que c'est ça, qui va regrouper plusieurs organismes et qui va aller chercher ce petit 1% de ci, de là, dans les différentes collectivités locales, et qui va le redistribuer aux ONG. Alors bien sûr, ils ont établi leurs propres règles, il faut que l'ONG ait son siège social dans le département des Yvelines, voilà. Mais en tout cas, sur le papier, ce principe-là de collecte de 1%, il est vachement intelligent. Ma proposition sur cet aspect des choses, elle est unique. Pourquoi ne pas étendre ce qui fonctionne bien dans le département des Yvelines à l'ensemble des autres départements, créer un petit GIP tout bête dans l'ensemble des globalités de communes? Je pense que le département, c'est une bonne unité, ou les régions, hein, ça sera à vous de voir, et qui va aller collecter ce 1%. Les maires avec lesquels je discute ne sont pas que des maires, je connais beaucoup de maires, mais de maires de très grandes villes. Ils y vont des fois un peu à contre-cœur, il faut le faire, mais ils y vont. La ville de Paris est assez généreuse, la ville de Marseille est assez généreuse, il y a des villes de Aix aussi, il y a des villes comme ça qui sont assez généreuses. En revanche, les petites collectivités, elles voudraient le faire. Je peux vous garantir que j'ai vu beaucoup de maires de petites collectivités qui aimeraient aussi, dans leur bulletin municipal et ailleurs, pouvoir dire à tel ou tel moment de l'année à leurs administrés, nous, on a financé un puits, on a fait ça, grâce à une partie de vos impôts, on a sauvé tant de vies, tant de vies. Sauf que ce 1%, il n'est pas collectable. Donc, ça serait peut-être quelque chose à faire, à mettre en place. En tout cas, ce qui a été fait dans les Yvelines, c'est efficace, ça fonctionne, donc on peut s'en inspirer. Enfin, cinquième et non des moindres proposition que je souhaiterais vous faire, c'est la création d'un vadémécum de l'humanitaire de l'eau, une espèce de bible qui centraliserait les savoirs et les savoir-faire à destination des ONG et des associations. Ça pourrait être fait sous votre impulsion, sous cette commission. Ça pourrait clairement être fait sous votre impulsion. Ça pourrait être suivi par les communautés européennes. Il y a énormément d'ONG qui vous suivraient sur ce terrain-là. Et il y a énormément d'associations qui seraient concernées par cet ouvrage-là. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc ça nous permettrait de sauver beaucoup de vies sur place. Je vous donne des exemples. Comment choisir les zones d'intervention? Moi, on m'a demandé de vous donner des cas concrets de choix. C'est ce que j'essaye de faire. Je vais vous donner mes critères à moi. Mais comment choisir la zone d'intervention? Quels matériaux utiliser en terrain aride pour les ouvrages ou en terrain humide? Quels sont les coûts? Quelles sont les normes en vigueur? Quelles sont les réglementations locales? Bref, un guide de l'action efficace, mis à jour, largement distribué, et qui permettrait à tous ceux qui ont de la bonne volonté et qui voudraient intervenir pour sauver des vies, apporter de l'eau potable, stabiliser certaines situations au niveau géopolitique qui sont épouvantables, ça permettrait de le faire avec beaucoup plus d'intelligence. Il y a des précédents.
Il y a des précédents et ça a été des succès. Je vous donne un exemple, WashFit. WashFit, c'est un programme qui a été créé en 2015, qui a été créé conjointement par l'OMS et par l'UNICEF. L'objectif, c'était de compiler les best practices, c'est-à-dire de compiler ce qui doit être fait dans les normes les meilleures, qui concernent l'eau et l'assainissement au sein des structures de santé. Donc ça ne concerne que les structures de santé, les dispensaires, les cliniques, les hôpitaux, etc. C'est un exemple qui a fonctionné et qui aujourd'hui, si vous rentrez sur le terrain, les programmes le document WashFit, il est vraiment efficace. Deux exemples concrets auxquels moi je suis confronté, le choix des zones et l'ordre des projets de construction, par exemple. Alors les process de choix, lorsqu'on parle d'humanitaire, la gestion de l'urgence, elle est essentielle. Il faut en permanence arbitrer et définir les interventions les plus nécessaires. Moi, je ne comprends pas que certaines zones ne soient pas couvertes. Voilà, quand j'arrive sur certaines zones de terrain et que je vois qu'il n'y a rien qui a été fait depuis des années, je ne comprends pas, parce que les gens meurent par pelletée et avec une facilité qui est déconcertante. Là, vraiment, on est auprès les plus pauvres, des plus misérables de notre humanité. C'est là qu'il faut qu'on soit, c'est là qu'il faut qu'on soit présent, qu'il faut qu'on intervienne. En revanche, j'arrive pas à considérer le Maroc, la Tunisie, l'Inde ou la Chine comme des pays pauvres. Des pays qui gèrent mal leur fric, qui ont généré une importante pauvreté en interne, ça je veux bien. Mais par contre, pas des pays pauvres, c'est 6 fois le PIB français, la Chine. Donc il faut prioriser les actions. Alors moi, les critères que je vais appliquer très rapidement pour prioriser mon action, d'abord il faut qu'il y ait une nécessité absolue, urgente, manque d'eau, manque de nourriture, manque de médicaments. Il faut qu'il y ait une carence du pouvoir public en place à y pourvoir. Voilà, pour des raisons X, Y, Z, on est dans une zone où tout le monde meurt, les enfants plus de 4 sur 5, etc. Et les pouvoirs publics n'y arrivent pas. Voilà, pour des raisons X, Y, Z. Par contre, dans ces raisons, il ne faut pas que le pouvoir public en question, le pouvoir en place, ça soit un régime totalitaire. Je n'interviens pas dans les régimes dictatoriaux parce que je pense que ça serait m'en rendre complice. Donc ça, je refuse de le faire. J'interviens pas non plus dans les zones où il y a des crises sociales graves. En cas de guerre civile, par exemple, on n'est pas adapté. Hein, c'est un autre type d'humanitaire qu'il faut. C'est de l'humanitaire d'urgence, c'est de la gestion de camps de réfugiés, de la médecine de guerre. Ça, les ONG hydriques ne sont pas forcément adaptées et outillées pour ça. L'apport d'eau doit se faire dans un contexte serein, pérenne. Donc lorsque la situation politique est instable ou qu'il y a des troubles sociaux importants, ça ne va pas. Je demande aussi une implication forte des populations. Il faut qu'elles soient demanderesses. Alors croyez-moi, elles le sont vraiment. Mais une implication forte, ça veut dire qu'elles prennent part à la construction du projet humanitaire. Évidemment, on ne va pas leur demander d'argent. Hein. Ce sont des gens qui sont trop pauvres pour ça. Par contre, ils ont 2 bras, 2 jambes. Et il faut qu'ils s'approprient l'ouvrage. Quand on fait un puits, ils vont aider à la construction, ils vont transporter des cailloux, ils vont aider au creusage du... On envoie des entreprises, mais ils vont donner un coup de main. C'est leur puits. On ne fait pas ça pour se glorifier, on fait pas ça pour sauver des vies. Donc c'est pas notre puits, c'est leur puits, c'est pas notre eau, c'est leur eau. Et ça c'est très très important. Les aider, c'est les rendre autonomes, pas les rendre dépendants. Il y a quelques critères pratiques, je les passe très vite, c'est l'éloignement des villages les uns les autres, la capacité, la facilité à les ravitailler. Mais en fait, quand vous êtes sur place, ces critères-là, ils comptent pas. Le seul critère qui va compter, celui sur lequel moi je me base pour notamment l'ordre, puisque j'ai pas les moyens d'équiper tous les villages d'Afrique, j'ai le pire des critères, c'est au nombre de morts. On va commencer par là où les gens meurent le plus souvent. C'est là qu'il y a le plus d'urgence. Donc personnellement, c'est comme ça que je fais. Une fois par an, je peux vous dire que c'est un moment épouvantable pour moi. Je m'y fais pas, je suis un hypersensible en plus. À chaque fois, je m'effondre, quoi, voilà, parce qu'on sait qu'on va mettre de côté, décaler certains autres villages, j'ai pas les sous pour tous les faire. Donc plus il y a des morts, plus des enfants décèdent, plus j'essaierai d'aller vite sur ces terrains-là. La normalisation, la transmission des savoirs au sein de ce grand document, de ce grand vade-mecum de l'humanitaire hydrique, ça peut concerner aussi, et ça nous aiderait beaucoup, la normalisation des process de construction. Je suis allé en Asie, je suis allé en Afrique, je suis allé un peu partout dans les zones les plus pauvres. J'ai pas vu un puits qui se ressemble. Chaque ONG a son propre architecte de puits, les matières sont différentes, etc. Et si on faisait bosser des ingénieurs une fois pour toutes qui nous disent voilà, le puits idéal, il fait tel diamètre, il est fait de tel matériau, de telle manière, ça peut être des puits d'assemblage. Aujourd'hui, on fait quoi? On fait de la maçonnerie.
Si on commandait, au lieu de faire moi je fais par 20 puits, 20-30 puits maximum, si on commandait 10 000 puits, imbriqués, imprimés, que sais-je, on peut trouver des choses comme ça. La technique nous le permet aujourd'hui de façon idéale. On n'a plus qu'à les livrer au lieu de les faire construire sur place. Eh ben, peut-être ce serait aussi des choses qu'on pourrait envisager et qui pourraient être nomenclaturées. On pourrait homologuer, faire des économies d'échelle. C'est peut-être mon côté chef d'entreprise qui reprend le dessus, mais ces économies d'échelle, vous les traduisez tout simplement en vie sauvée derrière, en enfants sauvés. Un indice des coûts de la construction humanitaire, par exemple, ne serait pas complètement déconnant, et ça pourrait être extrêmement utile sur place. Alors, un focus rapide sur 2 ONG, j'en aurais terminé. En milieu rural, parmi ceux, il y en a d'autres, hein, mais parmi ceux que j'ai trouvés les plus efficaces, Hydraulique sans frontières, c'est une ONG française qui a été créée en 1990. C'est des anciens ingénieurs de EDF. C'est que des professionnels de l'hydraulique, hein, 200 adhérents de terrain, dont 40 bénévoles actifs. C'est leur siège est à Chambéry, en province. Et je suis avec eux depuis des années. On a apporté de l'eau au Togo, au Burkina Faso, à Madagascar, au Mali, avant la guerre, en Mauritanie, au Cameroun, au Sénégal, aux Comores, au Maroc, au Bénin, en Bolivie, à Haïti. Donc c'est une ONG qui est extrêmement efficace. C'est des centaines de millions de vies qui ont été sauvées. Sur le terrain, c'est des enfants qui ont survécu, qui n'auraient jamais pu survivre sans ça. Ils ont une méthode pragmatique, un gros état des lieux, une coopération active avec les populations locales et un accompagnement dans la durée. Ils s'appuient sur les femmes du village. Ils sont financés par les collectivités locales, les mairies de Marseille, on en parlait, les conseils régionaux, les agences de l'eau, des dons privés. Aucun de leurs dossiers n'a jamais été accepté par l'AFD. Et puis, je mets en face une autre ONG qui s'appelle OEVI. C'est une petite ONG qui a 10 ans, qui est nantaise et qui est très novatrice. Leur modèle, il est hyper novateur et il est duplicable. C'est-à-dire qu'on pourrait institutionnaliser, dupliquer ce truc-là. Ça fonctionne vraiment bien. Ils sont actifs en Côte d'Ivoire, au Bangladesh, aux Philippines. Le modèle, il est innovant, c'est tout simple. Eux, ils interviennent dans les bidonvilles. On n'est plus en zone rurale. Les foyers n'ont pas d'eau potable. Ils vont ouvrir un compteur. Ils vont générer un robinet par foyer d'eau potable, ils vont acheminer l'eau potable et ils vont créer un service public. Ils vont faire pareil pour l'assainissement, ils vont recruter par exemple des flottes d'éboueurs locaux, etc. Et puis quand ça marche, quand tout ça a des comptes équilibrés, quand tout fonctionne bien, il y a de l'eau potable, il y a le ramassage des ordures, même dans le bidonville qui était tout pourri, ils vont aller le remettre aux autorités locales en disant « Tiens, ton service public, il est fait. Tu n'as plus besoin de t'emmerder, tu vois, c'est fait, ça marche, tu as tes comptes qui sont équilibrés et tu as ton business plan sur plusieurs années. » Ça, je trouve ça particulièrement génial parce qu'on va éviter aux services publics locaux de s'empêtrer dans des choses où parfois ils n'arriveront pas à le gérer. Ils y vont avec une vraie compétence hydrique. Ça dure, attention, OEVI, ils sont présents sur le terrain 10 à 12 ans. Hein. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait en 6 mois. Et puis derrière, on va le remettre aux autorités locales en disant, voilà, dans telle ou telle favela, dans tel ou tel bidonville, désormais, les foyers ont l'eau potable. Aujourd'hui, il faut savoir que dans ces bidonvilles, les foyers, parfois, ils ont l'eau potable. Qui la leur amène ? La mafia. Ce sont des organisations mafieuses qui, eux, ont une arrivée d'eau potable dans le réseau hydrique public normal et qui vont revendre cette eau, souvent très chère, à des pauvres gens. Donc, ils vont accentuer leur pauvreté, leur misère, etc. OEVI, ils ont plusieurs dossiers avec vraiment une belle efficacité. À ce jour, aucun n'a été accepté par l'AFD. Je ne m'explique pas ça. Je ne connais pas les critères de choix. Je ne sais pas pourquoi les ONG que je vous cite et qui sont très efficaces, sereins, n'ont pas l'aide de l'AFD. Je pense que les dossiers sont trop petits, en réalité. À côté de ça, il y a une ONG qui s'appelle Mille Une Fontaine qui fait des micro-stations d'épuration de flotte. Et eux, c'est aussi des petits dossiers qui sont en dessous du million d'euros, mais eux ont eu des subsides de l'AFD. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Je n'ai pas pu déterminer de plus petits dénominateurs communs. Ça serait bien qu'on en ait un à un moment donné et qu'on sache comment affecter cet argent. Et voilà. En conclusion, on a le devoir de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est important que des réunions comme celle-ci existent. C'est important que des travaux comme ceux de votre commission existent. Et je suis assez fier d'être français et dans un pays qui s'occupe de ça. Là, vous êtes de différents partis politiques et vous êtes réunis autour d'une table pour vous battre pour que l'eau arrive. Et ça, c'est très, très bien. Mais au-delà de la logique humanitaire, au-delà de ces enfants et de ces peuples qu'on est en train de sauver, je vais vous dire qu'on se sauve nous-mêmes. Parce que l'OMS, je le redis, indique que d'ici 2025, on est en 2018, d'ici 2025, plus de la moitié de la population mondiale sera soumise à un stress hydrique de première gravité.
plus de la moitié. Ça veut dire que c'est non seulement une catastrophe humanitaire d'une ampleur incroyable, mais c'est aussi le plus grand risque de migration mondiale et de bouleversement géopolitique que notre planète n'a jamais connu. On n'est pas prêt pour accueillir 2,5 milliards de personnes qui changeraient d'hémisphère pour des raisons de survie parce qu'ils n'ont pas d'eau. On n'est pas prêt. Ça ne se passerait pas pacifiquement. Ça serait une catastrophe. On n'est pas capable de gérer un mouvement massif de population de cette ampleur-là. En revanche, on est prêt, on est capable de faire en sorte que ces populations participent au développement mondial sans le subir. Et ça commence par l'apport d'eau. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier très sincèrement de votre rapport sans concession et qui est très complet pour notre commission et qui met aussi en relief quelques problématiques que notre pays rencontre. Pour ma part, vu la qualité du rapport, je n'ai pas énormément de questions à vous poser. Si ce n'est une seule, on parlait tout à l'heure d'assainissement et de suivi. Qu'est-ce qui fait que, comment faites-vous pour assurer le suivi quand vous faites des stations d'épuration? Parce qu'on sait quand même qu'une station d'épuration, c'est assez difficile à gérer. Est-ce que vous mettez les moyens dans les villages humains et financiers pour former les habitants de ces villages aux problématiques de stations d'épuration? Oui. Oui, dans tous les projets, des projets d'apport d'eau potable, le suivi il est indispensable. Alors le plus compliqué, c'est ce que vous soulevez, c'est les stations d'épuration, parce que là on est dans un domaine qui est extrêmement technique. On va pouvoir former des populations à l'entretien courant, on va pouvoir former les populations aux réparations courantes, mais il faudra des ingénieurs, il faudra dans certains cas avoir... Alors dès l'instant que c'est possible en local, il faut prendre en local. Si ce n'est pas possible en local, il faut l'intégrer dans les budgets du projet et savoir que sur la durée, on a un accompagnement à faire. Voilà. Nous, avec Hydraulique sans frontières, on a un accompagnement qui va se faire sur quelques années parce qu'en fait, c'est un trou avec de l'eau au fond. Donc, c'est moins compliqué techniquement. Les ONG comme Eau et Vie ou Mille et une Fontaines, effectivement, sont là, pour le coup, à clasher avec des accompagnements qui sont beaucoup plus lointains. À côté de ça, sur HSF, on va être confronté à des problèmes culturels où là, il faut que les gens comprennent sur place que certaines habitudes sont de mauvaises habitudes et qu'elles entraînent la mort. Merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions. Écoutez, je tenais encore une fois à vous remercier de votre présence ce jour. Tu as une question? D'accord. Ouais, on est un peu contraint par le temps, malheureusement. Mais merci encore une fois. Merci à vous.
Eh bien, bonjour, 1, 2, ça marche.